Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi avec ce soir aux commandes le philosophe Michel Serres. Bonsoir Michel Serres. Aux commandes, c'est beaucoup dire. Oh, si, vous êtes ici chez vous. Merci. Si, vous êtes le bienvenu, on est vraiment ravis de vous accueillir. Merci. J'espère que vous êtes heureux d'être parmi nous. Parfait. Alors Michel Serres, vous êtes un visionnaire, vous êtes aussi un éternel optimiste. Et justement, oui. Votre optimisme, eh bien, on va en avoir besoin ce soir parce qu'on va plonger ensemble dans l'actualité. Exact. Voilà, on va l'ausculter ensemble. Tout de suite, je vous propose de jeter un coup d'œil au sommaire. Parfait. Michel Serres, philosophe, académicien et touche-à-tout de génie, vous êtes un grand pédagogue et un incorrigible optimiste. Vous avez traversé le siècle en professant une inébranlable sagesse qui nous répète que non, ce n'était pas mieux avant. Pour autant, le présent est souvent tumultueux et nous y plongerons avec vous en évoquant l'appel lancé cette semaine aux géants du numérique par Emmanuel Macron et la première ministre néo-zélandaise, 2 mois après l'attentat de Christchurch qui avait été diffusé en direct via Facebook. Comment empêcher les discours haineux de se répandre sur Internet? Les géants du web sont-ils à la hauteur de l'enjeu? Puis nous nous pencherons sur l'avenir d'une Europe en pleine crispation identitaire. Dans une semaine, les électeurs des pays de l'UE sont appelés aux urnes pour élire leur parlement et partout, en France comme ailleurs, l'heure semble être au retour des frontières. Alors l'Europe est-elle condamnée au repli sur soi? On en débattra. Enfin, nous retrouverons les petits plaisirs de notre épicurien préféré François Simon et les épatantes chroniques de Marie Bonisseau et Jean-Mathieu Pernin. 28 minutes samedi, c'est parti, on va se pencher sur l'actualité de la semaine avec Caroline Brouet, bien sûr. Bonsoir Caroline. Bonsoir Renaud. Ravi de vous retrouver. Et moi donc. Et à vos côtés, Jean-Mathieu Pernin, ça alors? Salut Jean-Mathieu. Bonjour. De retour d'un road movie en Europe. Hein. Quelle aventure. Quel aventurier vous êtes, Jean-Mathieu. Bien sûr. Bienvenue à tous les deux. Et comme chaque semaine, évidemment, un invité va nous apporter ce soir son regard sur l'actualité. Et ce soir, c'est vous, Michel Serres. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. Michel Serres, 75 livres, l'Académie française, une grande carrière de philosophe. Une vie de sagesse et d'optimisme. Et hop, ça y est, on s'en doutait un peu, il faut le dire, mais vous l'avouez, en couverture de ce livre, vous êtes espiègle. Ce sont vos morales espiègles, oui. Paru aux éditions du Pommier. C'est votre dernier livre, avec un livre un peu à destination des jeunes générations, et un livre sur la couverture duquel on reconnaît Don Quichotte. Pourquoi Don Quichotte? C'est votre côté rêveur? Non, pas du tout. Don Quichotte est un très très grand livre pour une raison très simple. C'est que devant, vous voyez, sur le cheval, il y a un chevalier qui rêve, qui est ivre de livres. Hein. Oui. Le monde entier, pour lui, c'est des livres. Et derrière, il y a Sancho Panza, hein, celui qui est vraiment dans le réel. Et alors, il représente 2 cultures. La culture académique, si vous voulez, la culture noble, et puis la culture au sens ethnologique, c'est-à-dire les coutumes, les habitudes, etc. Et l'alliance des 2 cultures est très rare. Et même rarissime. Et Cervantes le fait avec un brio extraordinaire. Et ce livre, vous êtes et puis un comique surtout. Oui, parce que le livre est fait pour le comique, et c'est un livre comique, où on rit presque à chaque page. Et le vôtre aussi, d'ailleurs. Votre livre aussi est très drôle. Vous revendiquez justement cet humour. Tout de suite, Michel Serres, on va regarder votre portrait. Il est signé Philippe Ridet. On regarde. Mon cher Michel Serres, chic, ce soir on va entendre parler la Garonne, votre fleuve. C'est elle qui fait chanter votre voix, qui charrie vos idées, pourrait-on dire. Vous êtes né sur ses bords, à Agen, en 1930. Votre père était dragueur de sable. Drôle de métier qui consiste à assurer que le courant passe. N'est-ce pas ce que vous avez fait toute votre vie depuis le jour, au début des années 50, où vous avez quitté l'école navale pour la philosophie? Dans ce langage, il me semble qu'il y a des constantes. Que vous parliez de musique, ou de philosophie, ou de morale, etc. Faire passer les idées, de Lucrèce à Leibniz, d'Auguste Comte au petit génie de la Silicon Valley, de l'université de Vincennes, que vous avez contribué à fonder avec Michel Foucault en 68, à Stanford, où vous avez enseigné. Il n'y a guère de domaine dans lequel vous n'ayez pas votre mot à dire. Même Jules Verne et Tintin vous inspirent des analyses brillantes, limpides, souriantes. Votre savoir semble universel. On dit que vous connaissez le nom de tous les phares du Finistère où vous passez vos vacances. Vous avez le savoir communicatif, rien qu'à vous entendre. N'importe quel téléspectateur regrette de ne pas avoir été plus attentif lors de ses cours de philo de terminale. Il s'agit de notions philosophiques. Ah, si j'avais su que ça pouvait être si passionnant. Éternel optimiste, vous nous engagez à ne pas céder au déclinisme. Non, assénez-vous, ce n'était pas mieux avant.
vous comparez la révolution numérique en cours à une nouvelle renaissance. Parce que tout est accessible d'un clic, vous nous dites, les espiègles, que nous sommes contraints d'être intelligents. L'intelligence rajeunit, la bêtise vieillit. C'est à cela, mon cher Michel, que l'on voit que vous êtes pédagogue. C'est quand même plus encourageant que de s'entendre dire que nous n'avons plus de raison d'être idiots. Quelle vie, hein. Quelle vie, Michel Serres, quel moment, quel événement, Stanford, l'Académie, vous avez tout fait, vous avez été partout. Quel événement vous a le plus marqué? Vous savez, pour quelqu'un qui écrit un livre, les grands événements, c'est le dernier, tout simplement. Et comme j'ai écrit un dernier sur le rire, et l'essentiel, c'est en effet... Parce que j'ai écrit un peu de morale, vous voyez. Et si quelqu'un vous dit « il ne faut pas mentir », bon, il le dit, et puis voilà. Tandis que si vous allez au théâtre voir une pièce qui s'appelle « Le menteur », vous allez rire de la première à la dernière réplique. Vous savez pourquoi? Parce que le menteur invente quelque chose. Mais dès la première question, il faut qu'il invente encore un peu plus. Et puis encore un peu plus, jusqu'au moment où le monde entier est cul par-dessus tête, vous voyez. C'est une arme pour faire passer la morale, justement. Voilà, alors du coup, on n'a pas envie d'être menteur dans la mesure où dans quelle galère je vais m'engager, vous voyez. Mais vous avez ri. Et je crois que l'accès à la morale par le rire est de loin la meilleure. De loin la meilleure, ah oui. Vous avez pris un peu de morale, dites-vous, vous aimez l'espièglerie, hein, c'est les morales espiègles. Vous aimez le chahut, c'est un mot qu'on retrouve dans ces morales espiègles. Vous aimez l'impertinence et vous faites, je ne sais pas, vous êtes un éternel optimiste, mais vous faites de l'optimisme un combat. Pourquoi ça doit être un combat? C'est-à-dire que dans l'état actuel, qui sont troublés, qui sont transformés, nous vivons un moment de l'histoire absolument exceptionnel, vous savez bien. Eh bien, si on est pessimiste, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Tandis que j'ai été professeur, comme vous l'avez vu, je suis aussi grand-père, etc. Je m'occupe beaucoup des jeunes générations. Et si on dit tout va mal, tout est foutu, etc., mais les jeunes générations sont désespérées. La seule manière de les aider, de combattre avec eux, si vous voulez, j'aime pas beaucoup le mot combattre, mais enfin, vous voyez, de travailler avec eux, c'est justement de dire il y a des solutions, on peut finalement sortir d'affaire, etc. Alors, vous dites optimiste, mais à un moment, en 1990, vous sortez un livre, c'est Le Contrat naturel, où vous parlez déjà de la crise écologique, et pourtant, depuis 1990, rien n'a été fait. Est-ce que ça entame pas votre optimisme? Si, c'est-à-dire, quand je dis c'était mieux avant, je dis que je ne dis pas que c'est pas bien maintenant. Je dis simplement que c'est mieux qu'avant. Sur l'écologie aussi, c'est mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans quand vous sortez le contrat naturel? Non, c'est pire. Mais il y a un espoir, c'est que les jeunes générations sont plus averties que nous. Je suis assez content d'avoir écrit le contrat naturel à cette époque, 30 ans avant, parce que vous savez, il y a une bonne nouvelle, si j'ose dire. Le lac Erie, le Grand Lac, a été décidé comme sujet de droit. Et ça, c'est vraiment ce que j'annonçais, c'est formidable. Ça vous rend 30 ans après. Ouais, voilà. Il faut savoir attendre. Oui. Il y a un point. Justement, on parlait du passé à l'instant. Caroline, vous avez trouvé une archive qui va vous intéresser, Michel Serres, parce que ça parle d'un de vos héros qui revenait d'un très, très lointain voyage. Un très lointain voyage. Alors, on n'est pas dans Don Quichotte, mais on est même encore plus loin, à vrai dire. Parce que c'est un des héros à qui vous dédiez votre livre, Les Morales espiègles. Ils sont trois, ils sont bretons. Il y a Lydie Émeraude, princesse des airs, je vous cite, Thomas Coville, seigneur de la mer, et celui que nous allons voir, Jean-Loup Chrétien, maître de l'espace, premier Français dans l'espace. Oui. On va le voir à son retour, en 1982. C'est extraordinaire, oui, oui. Et voilà Jean-Loup Chrétien qui sort sous les applaudissements. Il a plié le genou, il est en sueur. Le voilà pendant que Patrick Baudry arrose de champagne ses copains. Voilà, l'accolade. En pleine forme, en pleine forme. Absolument. Là, on a un peu transpiré quand même. On est un peu fatigué. Pas de problème de circulation, les jambes molles, la culotte qui tombe. Non, comme si on venait de faire un bon marathon, là, à peu près. C'est à peu près ça, la descente. Pourquoi c'était un de vos héros? C'est-à-dire, quand il a fait ce voyage, il est arrivé à Baïkonour. Et le patron de l'espace, qui s'appelait Lyons, m'avait invité à Baïkonour, je n'ai pas pu y aller. En Russie, j'aurais pu être là, oui, c'est ça. À l'époque, en URSS. Lorsque le patron, qui s'appelait Lyons, a interrogé Chrétien sortant de la capsule, il lui a dit alors comment c'était là-bas. Et alors l'autre lui a répondu, oh c'est simple, c'est comme dans Tintin.
Et alors, il m'a téléphoné, Lyons, en me disant « Écoute, Michel, tu dois connaître ça. Tu es cultivé, toi, qu'est-ce que c'est ça, Tintin ?» Ah oui, d'accord. Et vous ne lui avez pas envoyé un exemplaire où on a marché sur la Lune, alors? Et j'aurais dû, évidemment, oui. C'est ça. Juste une chose, on le voit, tous ces progrès techniques, vous en parlez régulièrement. Oui. On a évolué d'une manière incroyable. Mais en fait, est-ce que vous savez à quoi ça nous sert, tout ça? Est-ce qu'on sait où ça peut nous mener? Quelle direction? Quelle direction? Ça, c'est une question que vous ne pouvez pas me poser. Je propose que vous la posiez à Madame Soleil. D'accord. Elle sait ce que c'est que l'avenir, pas moi. C'est-à-dire, ce que je sais, moi, de l'avenir, c'est qu'il est imprévisible. Et en même temps, comme il est imprévisible, on ne sait jamais quelle direction il va prendre. Le seul problème que nous avons, c'est d'essayer d'anticiper, comme j'ai fait dans le contre-naturel, ou comme je fais un peu dans les morales espiègles aussi, vous voyez. Mais d'essayer d'anticiper et aider à prendre le bon angle. Vous parlez quand même d'une nouvelle humanité. Donc il y a un nouvel homme. Oui, mais tout simplement parce que il y a plusieurs éléments, mon cher. D'abord, l'augmentation de l'espérance de vie. C'est-à-dire, c'est plus la même mort. On a gagné 30 ou 20 ou 30 ans en augmentation. Disparition de l'agriculture. Il y avait 75% de paysans, il n'y en a plus que 2%. Arrivée de nouvelles technologies qui changent tout, qui changent absolument nos relations, les métiers, etc. Donc, le monde est aujourd'hui rentré dans une phase qui n'a pas de correspondant dans l'histoire précédente. Voyez ? Et alors là, évidemment, il faut être lucide, le reconnaître, etc. Et essayer, à un certain moment, de l'orienter, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que du bien. Voilà. On va parler, j'espère, du réseau social. Allons-y, il n'y a pas que du bien, vous le disiez à l'instant. Ce nouveau monde va se pencher ensemble maintenant, justement, sur un premier dossier d'actualité. C'est un sujet qui vous intéresse. Il s'agit de l'appel qui a été lancé cette semaine par Emmanuel Macron avec la première ministre néo-zélandaise, tout juste 2 mois après l'attentat de Christchurch. Cet appel pour exhorter les géants du numérique à en faire plus pour lutter contre la prolifération des contenus haineux sur Internet. On regarde. Facebook, Microsoft, Twitter, plusieurs géants du numérique ont signé aujourd'hui le texte proposé par Emmanuel Macron et la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Vous avez peut-être entendu parler de l'appel de Christchurch. Il a été lancé après l'attentat atroce de mars dernier. 51 personnes avaient été assassinées dans des mosquées pratiquement en direct sur Facebook. 17 minutes d'horreur. Le 15 mars, Facebook a dû retirer 1 500 000 fois la vidéo. Et durant les premières 24 heures de sa diffusion, elle a été remise en ligne sur YouTube chaque seconde. Ce qui s'est passé à Christchurch, ce n'est pas seulement un attentat terroriste abject, c'est la transformation une nouvelle fois de l'Internet en une machine de propagande folle au service de la fracture de nos sociétés, de la guerre de tous contre tous. Ce matin, nous annonçons 2 décisions importantes. La première, c'est que nous durcissons les règles d'utilisation de Facebook Live. La diffusion en direct d'images. Absolument. Deuxième mesure, parce qu'elle est très importante également, c'est la lutte contre les contenus manipulés. Facebook annonce investir 7 millions d'euros dans la recherche d'analyse d'images. L'objectif, repérer les vidéos déjà retirées mais copiées, transformées et remontées. Voilà donc un sacré défi, Caroline. Oui, avec tout un tas de questions derrière, évidemment. Est-ce qu'ils en font assez, les GAFA, en particulier Facebook? Est-ce qu'ils essaient vraiment de stopper cette haine sur leur plateforme? Et puis que pèsent les États face à ces puissances qui sont devenues monstrueuses de la part même des responsables de certaines de ces entreprises? C'est la question que nous allons poser à notre invitée, Christine Dugouin-Clément, qui est spécialiste de la cybersécurité. Vous êtes analyste à Cap Europe, le centre d'analyse de la politique européenne. Vous êtes aussi chercheuse à Paris, un Panthéon-Sorbonne. Mais je vois Michel Serres qui lève la main, justement, ça tombe bien. Oui. La première question est pour vous. Les dames d'abord. D'abord pour vous, allez. Vous êtes Écoutez, notre invité de ça... toute l'émission. Je voudrais juste vous demander, Michel Serres, avant de donner la parole à Christine Dugouin-Clément, est-ce que cet appel de Christchurch, pour vous, est un tournant? Pas tout à fait. C'est-à-dire, vous prenez dans Paris en ce moment. Vous avez pris le bus. Bon, sur le bus, il y a des publicités. Aujourd'hui, il y a une publicité pour un film américain. Et ce film américain représente le héros avec un énorme revolver. Bon, c'est un tueur. C'est un tueur. On fait dans la publicité pour le meurtre. Donc, la haine de Facebook, c'est pas tout de suite. C'est pas récent. C'est une vieille affaire. Vous voyez, une sorte de vous voyez, la publicité pour le meurtre. Et d'ailleurs,
quand vous écoutez les nouvelles à la radio, à la télévision, c'est toujours des attentats, des morts, etc., des cadavres. Bon, mais ça aussi, c'est toujours une sorte d'attirance vers ce qu'il y a de pire et de violent. Vous voyez. Et donc, bon, les nouvelles technologies ont simplement universalisé le problème qui était déjà là. Et Christine Dugouin-Clément, est-ce que ces nouvelles technologies et ces GAFA, Google, Facebook, peuvent inverser en quelque sorte cette logique, cette universalisation dont parle Michel Serres, j'ai du mal, universalisation, ouf, c'est bon, et vraiment lutter pour réguler justement la diffusion de ces contenus. Est-ce qu'elles en font, est-ce que ces GAFA en font déjà assez ou vont en faire davantage ? Alors, c'est un problème à plusieurs entrées, en réalité. Le premier, et je me permettrai donc de faire le lien sur ce que vous veniez de dire, c'est qu'on pourrait effectivement s'étonner qu'il n'y ait pas une politique globale depuis le début pour limiter tout ce qui va être contenu haineux, paroxystique en règle générale, c'est-à-dire violent, apologie du terrorisme ou autre. Sauf que quand vous regardez le modèle, en fin de compte économique, de beaucoup de ces plateformes-là, il va fonctionner sur le flux, sur le nombre de réseaux, sur le nombre de clics. Et malheureusement, plus vous allez avoir un contenu paroxystique, alors qu'il soit répulsif ou au contraire séducteur, plus vous allez avoir d'interactions. Donc plus vous allez avoir potentiellement quelque chose qui va nourrir. Le critère est purement quantitatif d'abord. Alors on va avoir ce principe-là, et en plus ça rentre dans les principes algorithmiques qui au final, quand un sujet sort beaucoup, vont vous reproposer quelque chose en corrélation avec ce qui est devenu quelque part un sujet tendance, entre guillemets. Donc vous avez cette problématique-là. Le deuxième point est la capacité que l'on aurait à effectivement limiter, retirer, contraindre, quelle que soit la politique que l'on va prendre, ce genre de sujet. Et là, on se joue à quelque chose de différent. Vous avez deux façons de le faire. Soit vous prenez des logiciels, vous faites une programmation qui sera par principe un peu plus faible, puisque je peux vous dire quelque chose d'extrêmement violent, avec uniquement des mots du dictionnaire, potentiellement à 4 syllabes et une grammaire parfaite. Donc on peut jouer là-dessus. La machine ne suffit pas. Voilà. Mais c'est moins onéreux. Si vous voulez le faire avec un contrôle humain, Facebook essaye de le faire avec un contrôle humain renforcé de systèmes informatiques, ça vous coûte énormément. Si vous prenez par exemple une plateforme comme YouTube, par jour, c'est plus de 430 000 heures qui sont uploadées. Ce qui veut dire qu'il faudrait que vous ayez, en équivalent temps plein, qui sont mises sur le site. Voilà. Excusez-moi. Ce qui veut dire qu'il faudrait que vous ayez à peu près 70 000 personnes à temps plein pour pouvoir contrôler visuellement ce qu'il y a, ce qui passe. Donc là, vous avez un vrai problème. Si on parle de Twitter, par seconde, on est entre 5700 et 5900 tweets. Est-ce que justement, vous parliez de contraintes à l'instant, on voit en ce moment on essaie de mettre des taxes pour les contraindre ces GAFA à payer des impôts. Est-ce que ça peut être possible de mettre des taxes pour justement les contraindre à respecter cette lutte contre la cyber-haine, notamment par exemple comme en Allemagne où je crois qu'il y a 50 millions d'euros, il y a une loi 50 millions d'euros s'il y a une amende, s'il y a un contenu haineux sur Twitter ou Facebook. Est-ce que ça peut marcher ? Le résultat de la loi allemande pour l'instant n'est pas encore paradisiaque. C'est un petit peu le problème parce qu'effectivement les amendes peuvent aller très haut. Sur une personne morale, encore faut-il être en mesure de pouvoir l'appliquer, c'est-à-dire d'avoir tout ce qui va s'en sortir. Et puis vous avez aussi autre chose. Là, c'est valable pour des très grosses plateformes. Comment allez-vous faire sur des plus petites plateformes, donc qui n'ont pas le même niveau de flux et qui en plus, honnêtement, vous diront, mais moi, je n'ai pas forcément les moyens de mettre en place des systèmes de régulation et de contrôle. Et c'est un mouvement que l'on voit de plus en plus, alors notamment sur des problématiques qui sont soit de propagande recensée, voire terroriste, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement qui se fait sur les beaucoup plus petites plateformes. Et après, vous pouvez avoir des profils qui font du réseau, si vous voulez, et qui font une communication mi-publique, mi-privée, mi-propagandiste, mi-personnelle, et qui sont beaucoup plus difficiles. Dernier point, ça c'est valable effectivement si vous allez taxer Facebook, mais si vous avez un contenu qui vient d'un plus petit réseau qui n'est pas sous votre juridiction. Par exemple aux États-Unis, qui sur l'appel de Christchurch a dit qu'effectivement il soutenait, mais qu'il ne ratifierait pas. Oui. Comment faites-vous ? Et là, vous allez tomber sur des juridictions différentes. L'incitation à la haine aux États-Unis, pour pouvoir poursuivre, il faut pouvoir démontrer que l'incitation à la haine qui a été publiée a été suivie des faits. D'accord. Caroline. C'est justement aussi un problème très, très américain, de culture américaine, en particulier lié à la liberté d'expression, auquel ils tiennent énormément. Donc, ils ont aussi du mal à accepter qu'on puisse limiter quelques accès que ce soit. Alors c'est un des points sur lesquels effectivement ils se sont appuyés dans la déclaration qui a été faite en disant voilà nous sommes d'accord avec l'ensemble de votre démarche, si on vulgarise un petit peu c'est très bien. Cela dit, nous allons continuer à protéger la liberté d'expression et on estime qu'il faut être beaucoup plus dans du message positif que dans de la contrainte. Ce qu'on a du mal à comprendre parfois vu d'Europe, c'est qu'ils sont beaucoup plus stricts sur la nudité par exemple. Et en revanche, effectivement, les messages néo-nazis, il n'y a pas de problème. Les Américains prétendent que ça relève de la liberté d'expression. Oui, et il y a effectivement beaucoup de messages qui passent aux États-Unis et qui
qui seraient sous le coup de la loi, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens, d'ailleurs. Alors après, la problématique que vous allez avoir, c'est regarder notamment sur certains proches du président les tweets qui sont sortis et qui pour nous seraient sortis comme étant tout à fait inacceptables. Donc ça va être un petit peu compliqué, dans certaines mesures, d'aller faire de la censure sur des personnages politiques qui vont être des sénateurs, etc., et qui sont des représentants politiques forts. Donc ce qui permet aussi parfois de pouvoir jouer un petit peu là-dessus. Michel Serres, vous faisiez partie de ceux qui espéraient quand même au début d'Internet, l'utopie libertaire d'Internet. Vous savez que j'enseigne à Stanford. Eh oui, j'ai commencé à enseigner de 80 à 1915 ou 16, et donc j'ai connu le début de tout ça. Et c'est vrai que le début était un peu d'inspiration libertaire. C'est-à-dire, on se disait, c'est la promesse d'une nouvelle démocratie, tout le monde pourra parler, il y aura autant d'émetteurs que de récepteurs, et par conséquent, c'est l'espoir d'une nouvelle manière de voir la société. Et puis, peu à peu, ça a dérivé vers ce que dit Madame, là, qui est très bien décrit par elle. Évidemment, là, on a perdu un peu l'espoir en question. Puis d'autre part, il y a eu quelque chose qu'elle a confirmé de loin, c'est la puissance de l'argent. C'est-à-dire, vous avez beau avoir des idéaux formidables au départ, dès que vous gagnez quelques milliards, les idéaux commencent à vaciller. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Vous allez voir, on ne va pas perdre complètement espoir. D'ailleurs, je m'excuse de continuer. Ce qu'elle dit est tellement bon que ça s'applique aussi à ce que j'ai dit avant. Vous voyez ? C'est-à-dire que tous les médias cherchent de l'audimat et cherchent évidemment à gagner de l'audimat. Et pour gagner de l'audimat, il faut passer par un certain nombre et donc toujours des annonces de crimes, etc. Parce que finalement, l'audimat augmente. Justement, on va essayer de ne pas perdre complètement espoir grâce à ce jeune homme, Jean-Mathieu Pernin. Vous allez voir, parce que cette utopie, elle est certes en partie dévoyée, comme vous le disiez à l'instant, mais Jean-Mathieu, vous qui êtes toujours en avance sur votre temps, vous êtes un jeune homme moderne, avec vous, on va se projeter dans le futur en allant faire un petit tour au salon Vivatech, bien sûr. Oui, Michel Serres, est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à devenir footballeur ? Un footballeur ? Oui. Non, voyons, je ne suis pas de ce pays-là. Moi, je suis rugbyman. Voilà. Oui, la Gascogne. Alors, ça dépend. Bien sûr, j'ai rêvé d'être... Il n'y connaît rien en ballon. C'est pas le même ballon, Jean-Mathieu. Ah bon, il paraît. C'est pour ça que j'ai jamais aimé. C'est un peu différent. Oui. Voilà, oui, non, parce qu'en fait, moi, je vous propose une partie de football, mais sans crampons. Et qui va vous intéresser parce que c'est du mental foot. Vous voyez, c'est plus pour vous aussi, mental foot. En fait, vous êtes assis, simplement. Vous avez un bandeau bourré d'électrodes autour de la tête. Vous avez joué à ça déjà ? Non, j'ai joué à... Et vous avez un bandeau bourré d'électrodes et vous bougez une petite boule bleue bourrée de capteurs Bluetooth. Et ça a été montré justement cette semaine au salon Vivatech, qui est donc le salon de l'innovation technologique, parce que c'est vrai qu'on en a parlé. On parle d'optimisation fiscale à propos des GAFA. On parle sinon aussi de cyber-haine, mais c'est vrai que les nouvelles technologies, c'est aussi une porte vers le futur. C'est ce qu'on appelle le techno-optimisme. Et donc, par exemple, dans nos villes, on pourrait voir bientôt fleurir des arbres solaires. Alors, ils sont hauts de 4 mètres de haut. Il y a, donc à la place des feuilles, il y a des panneaux solaires. Et sur les troncs, on pourrait recharger à ce moment-là nos téléphones portables ou nos batteries de voitures électriques. Et comme ça, on réglerait aussi le problème du Wi-Fi dans les nids d'hirondelles, parce que c'est assez pratique et beaucoup s'en plaignent. Alors, un futur aussi assez étonnant du côté de la MedTech, les nouvelles technologies au service de la santé. C'est toujours mieux dit en anglais. Ça fait plus professionnel. Des centaines de startups qui investissent ce domaine et vraiment, elles sont assez diverses. Par exemple, il y a une startup qui s'appelle Pentkiller qui utilise la réalité virtuelle pour combattre la douleur. Alors, il s'agit de mettre un casque de réalité virtuelle et ainsi, on est projeté dans une autre dimension et le cerveau est diverti et il n'est plus concentré sur la douleur. Donc, c'est véritablement intéressant parce que là, on développe véritablement une autre dimension au niveau de la médecine. C'est vrai que c'est face à la Chine et aux États-Unis, l'Europe tente de se trouver une place au banquet du futur. C'est Vivatech, ça a même été inauguré par Emmanuel Macron. On le sait, c'est le chantre. Il a sa petite trompette quand on parle de nouvelles technologies, de la Startup Nation. Et il faut noter d'ailleurs qu'à ce salon, il y avait beaucoup de marques même qui n'ont rien à voir avec les nouvelles technologies parce que ça fait toujours bien d'associer le mot tech à sa marque parce que ça fait genre je comprends très bien le futur. Et par exemple, il y a une marque comme L'Oréal. L'Oréal, vous pouviez la voir à Vivatech et que la technologie permettait de changer de coiffure à la demande de couleur de cheveux. Renaud, par exemple, pour avoir les cheveux violets grâce finalement...
voilà, à l'intelligence artificielle baptisée Virtual Air Advisor. Voilà, la tech du bulbe. Au moins ça, Facebook ne sait pas le faire. Et donc, on pourrait dire vivement le futur, puisqu'on pourra tous avoir cette tête-là. Mais c'est vrai, quand on réfléchit à l'intelligence artificielle, Michel Serres, je crois que vous aussi, ce qui vous intéresse, c'est de lier cette intelligence artificielle, ces réseaux sociaux, ces nouvelles technologies à l'école. Est-ce que vous pensez que c'est possible, cet enseignement de nouvelles technologies et même des réseaux sociaux à l'école? Vous savez, ce que vous dites est déjà un peu ancien. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, je me rappelle, moi, dans le Silicon Valley, avoir moi-même construit les éléments d'une start-up pour justement faire appliquer de nouvelles technologies à la santé. Bien sûr. Et ça marchait très très bien. D'ailleurs, ça donnait une grosse boîte. Évidemment, j'étais foutu dehors très vite, évidemment, parce que j'avais pas d'argent. Bon. Et par conséquent, c'est alors, votre question porte... question, c'est sur l'école. Sur l'enseignement, justement. Oui, sur l'enseignement, c'est très simple. Lorsque j'étais jeune, l'école avait le monopole de la transmission. Transmission du langage, transmission des mathématiques, transmission de l'histoire, etc. Et peu à peu, elle l'a perdu. C'est-à-dire avec l'émergence des nouvelles technologies, mais bien avant, avec l'émergence des journaux, de la radio, de la télé, etc., le public a été inondé d'informations. Et par conséquent, on a construit, sans s'apercevoir, une immense société pédagogique. Notre société est pédagogique. C'est-à-dire on reçoit sans arrêt de la formation. Et l'école est loin derrière. L'école a perdu complètement ce monopole-là, s'il en avait d'ailleurs, et elle a maintenant combien? 10% à peu près d'influence. Donc sa situation est dramatique, vous voyez, et plus vous la réformez, moins ça marche, forcément. Vous voyez. Et un clic, bien sûr, ce qu'il faudrait réformer, c'est l'ensemble de cette société pédagogique, et donc ça retombe sur ce que vient de dire ma voisine. Et on retombe sur ces réseaux sociaux et sur leur utilité et sur la façon de les réguler, cet enjeu sur lequel vous êtes venu nous éclairer ce soir. Merci Christine Dugouin-Clément. Michel Serres, on reste ensemble. On va se pencher dans un instant sur l'avenir de l'Union européenne. À une semaine des élections, elle semble tenter de ressusciter des frontières, de se replier sur elle-même. Et puis la chronique de Marie Bonisseau, dont le regard a plongé tout au fond de l'océan Pacifique. Mais d'abord, comme chaque samedi, Gaël Legras s'en va voir ailleurs. Il nous raconte un événement qui a fait l'actualité hors de nos frontières. Et ce soir, on part aux États-Unis pour un mouvement social plutôt inattendu. On regarde. Alyssa Milano. Vous connaissez Alyssa Milano, l'actrice américaine, Madame est servie, Charmed? Bon, eh bien, Alyssa Milano a lancé un mot d'ordre surprenant aux États-Unis. Ari, what do you think about this? Actress Alyssa Milano is calling for a sex strike. Milano posted this tweet asking women to give up sex until they have legal control of their bodies. Pourquoi une grève du sexe? Pour protester contre la promulgation de lois anti-IVG dans de nombreux États américains. La semaine dernière, le gouverneur républicain de Géorgie en a signé une exposant les femmes qui auraient recours à l'avortement à la peine de mort. But our job is to do what is right, not what is easy. Géorgie donc, mais aussi Ohio, Missouri, Tennessee, Mississippi ou encore ce mardi l'Alabama qui adopte un projet interdisant l'IVG même en cas de viol ou d'inceste. Well, this is a terrible day for women and for families in this country. L'initiative d'Alyssa Milano est bien accueillie par une partie de la population. Sur BuzzFeed, par exemple, selon l'actrice Rosie O'Donnell, tout ce que nous faisons pour attirer l'attention sur ces lois archaïques est positif. Mais la méthode choisie, la grève du sexe, ne fait pas l'unanimité, loin de là. She's advocating abstinence, so maybe that's something that the abortion opponents would get behind as well. I hear many women going, no thank you, Alyssa. Yeah. That doesn't seem like the smartest way to put your thoughts and your advocacy into action. Sur Twitter, même la grande autrice féministe Jessica Valenti est claire. Je déteste l'idée selon laquelle la grève du sexe est une punition pour les hommes et pas pour les femmes. Quant à Alyssa Milano, elle s'est finalement expliquée à la télévision. The strike something that you want to see, or is it just about awareness? I think it's about awareness. We have to turn this fear that we're feeling right now into power and into votes in 2020. Bon, un coup de com', sa grève du sexe. Mais après tout, elle n'a peut-être pas tort. Contre les législateurs, tous les moyens sont bons. Car comme l'a écrit Montesquieu, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. Ça fait pas de mal un petit peu de lumière, parfois. Merci Gaël Legras. Tout de suite, pour la suite de l'émission, nous accueillons Marie Bonisseau. On va découvrir tout à l'heure votre photo de la semaine. Cette semaine, c'est une photo? Je vais vous emmener tout au fond de l'océan Pacifique et vous verrez qu'il n'y a pas que des poissons. Ouh là là, d'accord, on verra ça. Oui, en personne. On va y aller dans un instant, vous allez voir. Vous avez vos palmes, Omar Waman, grand reporter au service international de Radio France. Bienvenue.
Omar, les électeurs des 28 pays de l'Union européenne vont donc être appelés aux urnes la semaine prochaine et l'Europe semble traverser une crise identitaire. Face aux défis migratoires, l'Europe est tentée par une forme de repli à l'abri des frontières. Le projet européen est-il en danger? Pour en parler avec vous, Michel Serres, nous accueillons ce soir le politologue Dominique Régnier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Et tout de suite, c'est vous, Omar, qui ouvrez le feu avec un chiffre, une phrase et une image. Et on commence par le chiffre, Renaud. 46% des Français considèrent que l'immigration est le principal défi pour l'Union européenne. 46% selon le sondage Kantar pour le quotidien La Croix, publié cette semaine. Un thème donc qui devrait peser sur le choix, le comportement des électeurs lors du prochain scrutin européen. Une phrase. Elle est signée Emmanuel Macron et elle sonne comme un aveu d'échec. L'Europe à laquelle je crois, c'est une Europe qui tient ses frontières. Le président français appelle à une refonte de l'espace Schengen, plus resserré avec moins d'États. Il y en a 26 aujourd'hui, dont 22 membres de l'Union européenne. Il appelle également à moins de laxisme. Une image pour terminer, celle de cet homme. C'est François-Xavier Bellamy, le nouveau visage des Républicains, qui a fait de l'immigration son cheval de bataille. La tête de liste LR prône la mise en place d'une double frontière, une au niveau européen et une deuxième au niveau national. Dominique Régnier, ce retour des frontières est-il inévitable ? D'abord, moi je considère que les responsables politiques, depuis plusieurs décennies, ont fait une erreur coupable en ne prenant pas en charge le thème de la frontière, qui est, je crois, une condition sine qua non pour tout contrat politique. Il faut savoir quelle est la circonscription du territoire dans lequel se constitue votre communauté, à laquelle vous appartenez. On a considéré que ça n'était pas un sujet pertinent. Or, ce sujet préoccupe les Européens pour des raisons honorables. Quand on fait des enquêtes, je viens d'en terminer une dans 42 pays, y compris les 28 pays de l'Union européenne, quand on fait une enquête d'opinion, on ne trouve pas en Europe de manière significative d'opinion xénophobe ou raciste. Ça n'existe pas. C'est très marginal. Même la figure de l'immigré n'est pas négative. Ce qui fait problème, c'est l'idée que nous ne savons pas accueillir, que nous n'arrivons pas à intégrer, que nous avons ensuite des conflits interculturels, que l'islam s'adapte mal, que nous avons des sujets qui sans arrêt viennent... Il y a une crainte quand même, il y a une peur de la crise migratoire, c'est ça? Il y a une crainte de la conséquence. Oui, de la conséquence. Nous ne savons pas, une fois que nous nous avons accueillis, vivre ensemble. Cela ne se passe pas bien. C'est les conditions de l'accueil qui sont remises en cause. C'est l'idée qu'après, on ne s'entend pas. Que l'islam nous pose des problèmes, qu'il faut que nous fassions des concessions sur nos valeurs, l'égalité homme-femme, la liberté d'opinion, etc. Et ça crée un sentiment de dépossession culturelle. C'est très important, ça. Et là, dans ce que vous avez dit, il y a un point qu'il faut vraiment insister. Moi, je crois qu'on peut tout à fait, de manière très honorable, défendre la notion de frontière. Ne serait-ce que c'est Ulrich Beck qui disait cela. Pour pouvoir ouvrir les frontières, il faut savoir les fermer. C'est un principe, je dirais, presque de philosophie. Mais j'ajouterais que dans la proposition de François-Xavier Bellamy, puisque vous l'avez évoqué, ça dessine... C'est la double frontière, la proposition de la tête de liste LR. Ça dessine une autre option. Soit nous avons des frontières communes, c'est une dimension collective européenne de la frontière. Ça n'est pas du tout la même chose si nous revenons vers des frontières européennes et des frontières nationales. Je pense qu'il y a deux projets là et qui sont très différents et ce n'est pas la même frontière. Caroline. Michel Serres, est-ce que ce retour des frontières dont on parle vous fait peur? Je suis d'accord avec mon voisin. Je suis d'accord pour qu'il y ait une frontière à l'extérieur de l'Europe. Vous voyez, ça, c'est pour définir toutes les institutions que nous avons. Mais je déteste qu'il y ait des frontières entre la France et l'Allemagne. Voilà. Vous savez... on a reçu à l'Académie le président d'Allemagne et je me suis présenté, j'ai dit bonjour monsieur le président, mon grand-père a fait la guerre de 70, mon père a fait la guerre de 14, mon oncle a fait la guerre de 39 et moi, mes meilleurs amis sont à Berlin, Stuttgart et Munich. Et par conséquent, il s'est mis à pleurer, moi aussi. Et d'ailleurs, chaque fois que je passe l'ancienne frontière France-Allemagne, je pleure. Mais pourquoi? Parce que pour moi, l'Europe a été une sorte de bénédiction terrifiante. C'est-à-dire la fin de ces guerres abominables qui n'avaient aucune raison et qui ont été décharniées. Vous voyez? Et par conséquent, l'Europe, c'est la paix. Et là-dessus, je suis vraiment très, 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 très affirmatif. Vous voyez? D'ailleurs,
je veux bien qu'on revienne à nos frontières, mais quand on regarde ce qui se passe en Angleterre, excusez-moi, je ne crois pas que le Brexit soit possible. Cette question des frontières, en tout cas, Omar, elle domine la campagne européenne en France. Oui, elle oppose notamment Nathalie Loiseau et Jordan Bardella, les têtes de liste de La République En Marche et du Rassemblement National. Ils se sont vivement accrochés au sujet de ce thème. C'était sur BFM Télé cette semaine, on les regarde. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances qui marchent dans la mondialisation tournent le dos au libre-échange total et retrouvent des frontières pour se protéger leur économie, pour protéger leur agriculture, pour protéger leur identité et pour se protéger évidemment de l'immigration massive. Un mot sur M. Salvini et son humanité, parce que vous l'avez dit, il oblige les bateaux à revenir en Libye. En Libye, dans un pays où il y a la guerre civile, dans un pays où les droits de l'homme sont bafoués. Dominique Régnier, la montée des populismes, c'est inéluctable. C'est la conséquence de cette désinvolture à l'égard de la frontière commune. Nous sommes des démocraties. Donc nous avons des systèmes politiques, et nous en sommes fiers et heureux, qui sont très sensibles à l'expression des préférences collectives, bien ou mal informées. La mécanique fonctionne. Si nous n'avons pas la réponse à cette question de l'immigration, nos démocraties n'y résisteront pas. Je prends les paris. C'est un triste pari, mais de façon assez rapide, donc on pourra vérifier ce pari. Si nous n'avons pas une réponse, nos démocraties n'y résisteront pas. Le réchauffement politique dans nos démocraties sera bien plus rapide que le réchauffement climatique. Et je ne crois pas que nos démocraties y résisteront. On le voit déjà. Est-ce que juste là-dessus, est-ce qu'on mesure collectivement à quel point, en 3-4 ans déjà, l'Europe a changé ? L'Italie, la Hongrie, la Pologne, il y a tant d'évidences, le Brexit impensable, il y a tant d'évidences qui sont là désormais sous nos yeux. Quand moi je m'intéressais à ça, c'était des mouvements électoraux, maintenant c'est des passages à l'acte. Donc il est temps de se dire que c'est extrêmement grave avant le retour de ces frontières nationales dont Michel Serres nous disait avec force à l'instant à quel point elles signifiaient la possibilité du pire. Vous parliez de faire un pari justement, mais certains disent on fait le pari d'adopter des thèses aussi des populistes. Nous ne sommes pas nous-mêmes populistes, mais on prend leurs thèmes et on les adopte, comme ça on fait baisser les populistes. Est-ce que vous y croyez à ça ? Alors moi, ce que je crois, le Danemark vient de faire cela. Et vous verrez aux prochaines élections législatives au Danemark, dans quelques jours, la social-démocratie danoise va probablement retrouver des couleurs, parce qu'elle a intégré cette dimension. Il faut que les partis démocrates de gouvernement réussissent à s'emparer de la question migratoire, des problèmes de cohabitation, et les traitent dans un vocabulaire raisonnable et respectueux pour en faire des politiques publiques recevables. Si nous faisons ça, nous enlevons à ces partis le monopole et la possibilité de raconter n'importe quoi. Michel Serres, c'est quoi, à vos yeux, pour vous, l'avenir du projet européen ? On peut encore le sauver, le relancer ? Je le crois, mais enfin, je l'espère en tout cas, pour les raisons que j'ai dit, et surtout, si vous voulez, pour le fait que on ne se rend pas compte que nous sommes en paix depuis 70 ans. Et c'est unique dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Il y a 5% de paix dans toute l'histoire depuis des milliers d'années. Et par conséquent, on a vu 70... Alors on parle des 30 glorieuses, je veux bien, mais on parlera un jour des 70 paisibles. Vous voyez ? Mais les gens ont oublié. Il faut avoir de la mémoire pour mesurer tous ces enjeux. Oui, la guerre, c'est l'oubli. La guerre, c'est la mémoire. Et la paix, c'est l'oubli. Merci Dominique Régnier. Michel Serres m'a annoncé, j'en suis très heureux, que Morales-Espiègle allait être traduit en Languedoc, puisque nous sommes voisins. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes voisins. Merci Dominique Régnier d'être venu nous éclairer, et en français en plus, qui nous a permis de participer à ce débat sur les enjeux donc de la frontière en Europe et la montée des populismes. Tout de suite, Marie, c'est à vous. On va changer radicalement de sujet avec votre photo de la semaine. On va suivre votre regard, et avec vous, Marie, ce soir, on va toucher le fond. Oui, et je vous promets qu'il n'y a pas plus au fond, puisqu'on va dans la fosse des Mariannes. C'est au beau milieu du... C'est la plus profonde. Voilà, c'est la plus profonde, comme vous dites. 11 km de profondeur, c'est au beau milieu de l'océan Pacifique. Alors, regardez la vie dans la fosse des Mariannes, ça ressemble... Il y a de la vie, quand même, ça, c'est des images inédites qui ont été rapportées par un explorateur des profondeurs. Il s'appelle Victor Vescovo, c'est un riche investisseur texan qui s'est lancé le défi d'explorer les 5 zones les plus profondes des 5 océans. Alors ça fait rêver, sauf que dans cette fosse des Mariannes, son Nautilus à lui, qui est un sous-marin qui s'appelle Limiting Factor, est tombé sur tout autre chose que seulement des poissons bizarres. Regardez, c'est ma photo de la semaine. Vous voyez le triangle en haut à droite. Est-ce que vous devinez ce que c'est ? On peut zoomer dessus, c'est pas facile. C'est du plastique. Voilà, donc officiellement, nos poubelles d'humains ont atteint le
point le plus profond de la croûte terrestre. Alors, l'explorateur a aussi trouvé des papiers de bonbons et des pièces métalliques où il y avait encore des inscriptions dessus. Donc, on est sûr que c'est pas les poissons. Il s'est dit, pas étonné, mais quand même très déçu par cette découverte, qu'il a annoncé lundi. Alors, certes, cette image, elle est un peu moins impressionnante que celle qu'on voit énormément de toute cette année qu'on a vu passer de ce continent de plastique. Mais il faut savoir que ces déchets qui flottent à la surface des océans, c'est seulement 1% de tous les déchets qui polluent les océans. Au total, il y a 100 millions de tonnes de plastique. Ça, c'est une estimation des Nations Unies dans tous les océans, dont beaucoup, vous le savez, se retrouvent dans l'estomac des poissons. D'ailleurs, dans son exploration de la fosse des Mariannes, Victor Vescovo a découvert quand même, bonne nouvelle, 4 nouvelles espèces de mini-crustacés. Il a également ramené des êtres que je trouve très poétiques, des vers à trompe, des concombres des mers et des poissons limaces roses, on en voit un. Eh bien, tous ces êtres ont été immédiatement, au retour de l'exploration, analysés par les scientifiques pour déterminer, et c'est ça qui est triste, leur dose de plastique. Donc on avait des êtres qui n'avaient jamais croisé un seul être humain et qui ont déjà le goût de leur détritus. Eh ben merci pour ces bonnes nouvelles, Marie. Oui. Bon, on va essayer de surmonter le moral, Michel Serres. On va essayer de surmonter le moral avec les petits plaisirs de François Simon dans un instant. Et ce soir, c'est notre philosophe maison qui va nous dévoiler un nouveau pan de sa sagesse du week-end, le rêve éveillé. À force de réduire, de ramasser, on se crée un monde miniaturisé. Bientôt, on vivra sur une tranche de jambon, une lunule, un point d'exclamation. Pourtant, il existe de vastes landes inhabitées. C'est le songe. Y pensez-vous de temps en temps? Savez-vous au moins où il loge? C'est juste l'étage en dessous du rêve. Pas besoin de sonner, entre qui veut. Pas de salle d'attente, on peut tout de suite grimper sur ce nuage docile, bienveillant. On peut même songer devant ces images, devant un écran, au-dessus d'un café. Le songe, c'est lâcher prise, divaguer. Le regard sur le vague, comme une voile sur la vague. C'est errer sans but entre conscience et inconscience. Rassurez-vous, l'âme n'y rôde pas. Le cerveau à peine, le cœur est ailleurs. C'est s'isoler du temps, découvrir qu'il y a en soi des terres vierges mais pas forcément muettes. C'est un peu comme les devinettes de notre enfance. Un lapin se cache dans le paysage. Sauras-tu le trouver? Telle sera notre recommandation de ce week-end. Trouver le lapin qui se cache dans notre paysage, c'est tumulus de sentiments, d'idées géniales, de perspectives fraîches et accueillantes. Merci François Simon. Le songe, le rêve, quoi de plus beau que de rêver, Michel Serres. Voilà, merci en tout cas, merci à tous. 28 minutes samedi, c'est fini pour ce soir. On va se quitter en musique avec un titre, avec un auteur que vous avez choisi, Michel Serres. Vous avez choisi Brassens ? Brassens. Georges Brassens. Pourquoi Georges Brassens? Pourquoi est-ce qu'il vous parle, Georges Brassens? D'abord, c'est un vrai poète. Non seulement il chante des poésies choisies, mais il a lui-même composé des poèmes qui sont de qualité. Et d'autre part, c'est un bon musicien, c'est-à-dire l'alliance des deux est absolument parfaite. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et on entend la mauvaise réputation de Brassens. Non, c'est pas pour vous la mauvaise réputation, Jean-Mathieu. Merci Michel Serres, merci à tous mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, un jour au Royaume-Uni, un regard inédit. Ne bougez pas Michel Serres, restez avec nous. Un regard inédit au Royaume-Uni sur ce drôle de pays qui envisage de quitter l'Union européenne. Enfin, non, peut-être, bref, pas tout de suite, on sait pas trop quand. Mais nous, on sait qu'on se retrouve dès lundi avec Régis Debray. Et puis samedi prochain à la même heure. Tchuss. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi.